Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil communautaire de l'agglomération du Grand Dax du 14 avril 2021. Je vous annonce d'ores et déjà que Julien Bazus, maire de Saint-Paul, et Sylvie Péducas sont du retard puisqu'ils ont un contretemps important à gérer sur leur commune. Je vous propose de nommer Guylaine Dutoya, qui sera notre secrétaire pour cette séance. Et du coup, elle va faire l'appel. Bonsoir. Alors, pour Angoumé, Véronique Auduit. Ah, je ne t'avais pas vu. Bénès, Jean-Marie Abadi, je l'ai vu. Guylaine Dutoya pour Candresse. Julienne Dubois. Martine de... Tu me parles? Oui, je le fais toute seule, ça marche. Martine de Dieu. Ah, c'est parce que je vous ai vu. Grégory Randé, je l'ai vu. Sarah Péchaudral-Dourte aussi. Pascal Dagès donne pouvoir à Madame Dourte. Marie-Constance Laubert-Berthelon donne pouvoir à Monsieur Lossu. Amine Benial-Larouche, je l'ai vu. Marie-Hélène Hénaud aussi. Guillaume Lossu, du coup, oui. Martine Héridia aussi. Alexis Arras donne pouvoir à Monsieur Relot. Martine Labarchette. Présente. Pardon. Monsieur Relot. Florence Pessal. Vincent Morin. Axel Verdière-Bargaoui. Yves Loumet. Je l'ai vu. Il a failli me tomber dans les bras. Ah, et moi je dis tout. Est-ce que les caméras tournaient? Ah, bien ça. On garde ce... Isabelle Rabot-Favreau. Pierre Stétin. Philippe Castel. Pascal Lavigne. Je l'ai vu tout à l'heure, il me semble, oui. Serge Pomarès. Oui. Gloria Dorval, Sophie Rigoyenne, Jean Soublin, Gérard Lebaille, Bérangère Saboureau, Albert Rosemary, Philippe Lafitte, Chantal Fraisse, Hervé Darrigade, Caroline G. Alors on attend un petit peu. Christian Carrère, je t'ai vu. Donc Julien Bazus sera un petit peu en retard. Sylvie Péducas aussi. Jean Lavielle. Pardon, je ne te voyais pas. Martine Gay. Monsieur Godot. Ah, pardon, j'avais pas vu. Qui donne pouvoir à Madame Gay. Alors je le note ici, pardon. C'est Gay, pardon. Alors, pouvoir à Madame Gay. Gay. Christine Beyris. André Humeau. Catherine Favard. Catherine Favard. Bon. Catherine Lagrasse. Laurent Lafourcade. Non plus. Monsieur Pétro donne pouvoir à Monsieur Benalia. Henri Bedat. Christelle Lalanne. Pascal Villaton. Alain Bergeras. Corinne Laporte. Philippe Delmont. Bernard Langoiner. Hikmat Chahine. Alain Dubourdieu. Thierry Bourdillas. C'est sur une page. Bien, alors c'est terminé pour moi. Bien.
Merci Guylaine. Vous avez ensuite été destinataire des actes pris en vertu de la délégation du Conseil au Président. Est-ce que ces actes appellent des questions, des observations? Non. Il nous faut maintenant approuver le procès-verbal de la séance du 10 mars 2021 qui vous a aussi été envoyé. Est-ce que des observations sont à émettre sur ce procès-verbal? Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Du coup, qui est pour? Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Nous avons certaines délibérations, notamment le budget, qui ont trait aux aspects financiers de la collectivité. Il faudra donc que nous signions des documents à la sortie de ce conseil communautaire. Donc pensez-y avant de partir. Les documents seront sur la table qui est juste avant la porte. Nous passons donc à l'ordre du jour de ce conseil communautaire. Le premier point concerne une création de postes de droit privé au service public de l'eau. Donc comme vous le savez, la Régie des eaux est un SPIC. Donc tous les postes nouvellement créés sont des postes en CDI de droit privé. Une première délibération avant la création de la Régie de l'eau de l'agglo avait créé 11 postes de droit privé pour continuer à procéder au renouvellement des agents. Il nous faut ce soir créer 6 autres postes de droit privé, postes qui viendront à chaque fois en création, à chaque fois que nous en aurons besoin. Les 6 postes concernés ce soir concernent des situations différentes. Il y a d'abord 2 départs en retraite, des postes d'ingénieur et de magasinier, une disponibilité pour un poste de responsable exploitation réseau, 2 créations de postes, un poste de chef de chantier réseau et assistante administrative et financière, et un poste ouvert de terrassier pour permettre un recrutement ultérieur en cas de besoin. Donc au final, il y aura 2 postes supplémentaires sur ce SPIC de l'eau de l'agglo. Est-ce que cette délibération appelle des questions ou des observations? Non, il nous est donc demandé d'adopter la création des postes susvisés et d'autoriser Monsieur le Président à signer tout document y afférent. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté à l'unanimité, merci. Le deuxième point concerne la mise en place de l'espace France Service sur le territoire du Grand Dax. Je laisse la parole à Alain Dubourdieu. Bien, bonsoir à tous, merci Monsieur le Président. Donc, durant le dernier trimestre 2020, j'avais été à la rencontre donc, avec Sandrine Lassoureille et Sandrine Reynard des 20 communes du Grand Dax où nous avons évoqué la mise en place de cet espace France Service. Cet espace France Service, il va proposer de nouveaux services de proximité aux habitants du territoire, notamment en milieu rural. Nous souhaitons en effet rapprocher ces services publics des usagers sur l'ensemble du territoire et faciliter les démarches administratives, par exemple avec la CAF, la CARSAT, la MSA, Pôle emploi, la CPAM, les impôts, les services, les cartes grises, etc. Ces espaces permettront de favoriser l'orientation et la fluidité des démarches administratives. Un binôme de médiateurs à temps plein assurera les permanences en minibus ou en mairie 5 jours par semaine et ira sur chacune des communes du territoire. Alors 5 jours par semaine, je dirais même 5 jours et demi par semaine. Parce qu'en fait, on va faire du lundi au samedi midi. C'est bien ça, hein? Un conseiller numérique à temps plein complétera l'équipe pour les permanences et la mise en place d'ateliers d'initiation aux outils informatiques et numériques sur nos communes pour tout public. Ce projet, pour lequel un comité de pilotage a eu lieu le 8 avril, est en phase de labellisation. Je rappelle que les permanences auront lieu tous les 15 jours sur les communes rurales à raison d'une demi-journée et sur les 2 villes-centres de 2 fois par semaine, 2 demi-journées par semaine sur Dax et Saint-Paul. Donc, ensuite, il faut, après avis donc, du bureau, il est proposé au Conseil, je lis les articles,
On va demander peut-être s'il y a des, S'il y a des s'il y a des questions, peut-être, déjà. oui. Oui, Henri Bedat. Alors, où est le... Oh, il arrive. Bien, merci Monsieur le Président. Donc, très simplement, je me réjouis que ce dossier soit allé au bout et rappeler qu'il a été initié en 2019 sous l'ancienne mandature avec quelques élus qui sont ici, qui sont maires, et que le dossier a été amendé et avec maintenant un bus. Moi, je trouve que c'est très bien, ça va dans le bon sens. Alors, tout ça pour dire que sous le dernier mandat, tout n'est pas jeté. Mais qui a dit ça? Effectivement, ça avait été initié, puis ça avait été un petit peu mis en suspens, puisqu'on a quand même déjà 1100, plus de 1100 territoires qui ont été labellisés en France métropolitaine et sur les territoires ultramarins. Donc beaucoup avaient déjà passé ce cap dans les mandats précédents. Et donc effectivement, on a souhaité maintenant accélérer pour mettre en place. Et je salue d'ailleurs le travail d'Alain Dubourdieu avec les services qui a pu aller à votre rencontre à tous pour recenser les besoins, voir les modalités d'installation. Le travail aussi de Sandrine Lassouraille qui était chargée de mission notamment sur ce dossier au sein de la collectivité. Et on a pu effectivement en quelques mois, avec ce qui avait été initié, mais passer vraiment sur la phase opérationnelle et accélérer pour que ces maisons, ces espaces France Service, qui sont une attente de nos concitoyens pour rapprocher le service public des administrés et les différentes entreprises qui participeront à la démarche. Donc on peut se satisfaire, comme ça a été dit, de la mise en place prochaine de ces espaces. Alors, ces espaces, normalement, nous souhaitions les mettre en place dès cet été. Et nous avons effectivement des aides de l'État, je ne sais pas si on peut les dire aussi quand même, sur les 30 000 € par an sur 3 ans. Et nous sommes aidés aussi pour le conseiller numérique sur 2 ans à raison de 44 000 € pour les deux années. Et nous avons été également aidés pour le financement du minibus et surtout de son aménagement. Voilà, donc nous avons eu le comité de pilotage avec monsieur le sous-préfet qui nous a aidés par ce biais de subvention. Et nous sommes donc maintenant en phase de labellisation pour concrétiser et mettre enfin en place ce service normalement au courant de l'été. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas, alors on va pouvoir lire les attendus. Alors l'article 1, il est proposé donc au Conseil d'approuver la mise en place de l'espace France Service sur le territoire du Grand Dax dans les conditions prévues par la présente délibération. L'article 2, d'approuver la convention cadre qui sera signée par les partenaires de l'espace France Service et d'autoriser Monsieur le Président à signer avec chacun d'entre eux. Et l'article 3, d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents utiles à la mise en place de l'espace France Service du Grand Dax. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je passe maintenant la parole à Bérangère Lassoux-Saboureau pour une convention entre la communauté d'agglomération du Grand Dax et les communes relative à l'intervention du service commun des ADS du Grand Dax. Oui, donc vous le savez, depuis le début de l'année 2015, l'État s'est désengagé de son service de gestion gratuite de la déréglementation des autorisations de droit au sol. Et la compétence donc est devenue une compétence communautaire qui a été actée par une précédente convention au niveau du Grand Dax au mois d'avril 2015. Là, il nous est proposé en fait de renouveler cette convention. Vous avez dû la lire, elle était en annexe. Pas grand-chose au point de vue il n'y a pas de changement majeur. À prévoir peut-être éventuellement dans le cadre de la dématérialisation, il y aura peut-être des avenants à prendre en fonction du contexte juridique qui peut éventuellement changer, mais pas de grosses différences. Il y a quand même dans les gestions des dossiers tout ce qui est aussi gestion des enseignes, le règlement sur la publicité extérieure qui a été rajouté. Voilà, je ne sais pas si vous avez lu, si vous avez des questions particulières.
par rapport à cette convention. Il n'y a pas de questions, apparemment. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver le projet de modification simplifiée. Pardon, je ne suis pas sur la bonne. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver les termes de la convention entre la communauté d'agglomération du Grand Dax et les communes pour l'intervention du service commun ADS dans l'instruction des autorisations d'urbanisme pour le compte des communes le souhaitant. D'autoriser le président à signer la dite convention et ses éventuels avenants. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Philippe Castel maintenant au sujet du plan local d'urbanisme intercommunal, valant programme local de l'habitat et l'approbation du projet de modification simplifiée numéro 1. Ok. Merci, Monsieur le Président. Suite à l'approbation du PLUIH du 18 décembre 2019, la prescription d'une modification simplifiée a été décidée par arrêté de Monsieur le Président en date du 29 septembre 2020. Cette première modification simplifiée a pour but principal de corriger des erreurs matérielles et d'apporter quelques adaptations réglementaires mineures aux documents d'urbanisme. Le projet de modification du PLU a été notifié aux personnes publiques associées, les PPA, et aux communes le 27 octobre 2020. Le Conseil communautaire du 30 septembre 2020 a fixé les modalités suivantes de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée qui s'est déroulé du mardi 1er décembre au vendredi 1er janvier 2021. Tenant compte de quelques observations déposées, la modification simplifiée numéro 1 du PLUIH est prête à être approuvée par le Conseil. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Il est proposé au Conseil d'approuver le projet de modification simplifiée numéro 1 du PLUIH tel qu'il est annexé à la présente délibération. De préciser que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la communauté d'agglomération et dans les mairies des communes membres pendant 1 mois. Mention de cet affichage sera en outre insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. De préciser qu'en vertu de l'article R 153-22 du Code de l'urbanisme, à compter du 1er janvier 2020, la présente délibération et les documents annexés feront l'objet d'une publication sur le portail national de l'urbanisme mentionné à l'article L 133-1 selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. D'indiquer que la délibération deviendra exécutoire à compter de sa réception en préfecture de l'accomplissement des mesures de publicité. Il y a un lien pour les pièces du PLU. Voilà. Parfait. Alors, voilà, j'ai oublié, avant qu'on passe au vote, de préciser que Sylvie Péducas était arrivée lors de la délibération précédente et Caroline G vient de nous rejoindre. Bonsoir. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Christian Carrère maintenant pour une demande de subvention auprès de l'État pour la dotation de solidarité et du Conseil départemental des Landes. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Donc, par courrier de Madame la Préfète en date du 7 janvier 2021 concernant la mise en œuvre de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par les événements climatiques ou géologiques. Vu la délibération du Conseil départemental des Landes en date du 25 janvier 2021, approuvant l'inscription au budget primitif 2021 en investissement de crédit de 500 000 € afin d'accompagner les collectivités locales et les EPCI concernés par les événements climatiques de décembre 2020. Après un premier constat des dégâts occasionnés par ces intempéries sur le territoire du Grand Dax, il en ressort que la communauté d'agglomération est susceptible de bénéficier de ces subventions accordées par l'État, dotation de solidarité, et par le Conseil départemental des Landes. Donc en subvention de l'État et dotation de solidarité, les infrastructures routières et ouvrages d'art, ainsi que les digues qui ont été estimées pour 691 000 € hors taxes, et pour le Conseil départemental, la même chose,
mais les mêmes ouvrages et les affaissements et glissements de talus pour 489 500 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc il est demandé au bureau, enfin, après avis du bureau, il sera proposé donc au Conseil de valider le programme des travaux préalablement décrits, de prendre acte que les demandes de subvention auprès d'État, dotation de solidarité et du Conseil départemental des Landes seront sollicitées par le Président, et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer tout document relatif à cette délibération. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Hikmat Chahine, maintenant pour la clôture, la révision des autorisations de programme et révision de crédit de paiement des autorisations de programme, les APCP, pour l'exercice 2021. Donc, bonsoir à tous. Donc, comme vous savez, il y avait quelques programmes qui étaient lancés depuis 2016 et d'autres qui ont commencé avec le début de l'année. Donc c'est pour ça il y a ces autres programmes, il y en a certains qu'il faut clôturer, d'autres qu'il faut modifier, d'autres qu'il faut acter. Donc je ne sais pas pour ceux qui ont regardé donc, les différentes lignes donc, de programmes qui étaient présents, il y a surtout le programme de PLUI qu'il faut clôturer parce qu'il est arrivé à échéance et on se retrouve avec une dépense en moins de moins 58 000 € par rapport au programme donc, initial. C'est ce qui était donc, quelque chose d'assez intéressant de voir. C'est qu'il y a à peu près jusqu'à D136, il y a pas mal de programmes qu'on veut arrêter, qui sont terminés et il n'y a plus rien du tout à faire durant ce nouveau mandat. Il y a deux programmes qui étaient déjà existants depuis 2020 jusqu'à 2025. C'était amélioration de l'habitat et aide en faveur de l'habitat locatif. Donc ces programmes vont continuer comme c'était prévu avec les autorisations qui ont été votées. Et de ce fait, il n'y a rien donc, de nouveau à modifier. Et sinon, si on regarde les nouveaux programmes qu'on avait ouverts provisoirement en début donc, de ce mandat, comme vous savez, on attend l'arrivée donc, des PPI pour qu'on puisse les adapter et adapter le montant et la durée. C'est pour ça, aujourd'hui, il y a par exemple le GEMAPI sur le chemin des acteurs qui était prévu, qui a été budgété sur ça. On va essayer maintenant donc d'ajuster dès qu'on avance sur les votes donc demain de la taxe de GEMAPI. Il y a sur l'assainissement et le pluvial. Pareil, donc on est en train d'avancer sur ce montant, mais pour l'instant, il y a des montants qui étaient proposés. Mais dès qu'on va finaliser donc, là, le budget, on aura donc des programmes qui sont adaptés pour les dépenser. Pour la voirie, comme vous pouvez le constater, la voirie, donc on a mis donc, un montant sur 2 ans, parce qu'on était reparti sur le montant donc, de l'ancien APCP. Et là, maintenant, on va l'ajuster dès qu'on va valider. Donc, comme tout le monde le sait, on va augmenter cette enveloppe. Et après, il reste l'aide individuelle aux entreprises et le fonds de concours de communes rurales qui n'ont pas bougé, quoi. Donc, ça, c'était donc la révision concerne essentiellement les anciens programmes parce qu'il y a certains qui sont en moins pour qu'on essaye donc de les valider et de clôturer surtout le programme donc de PLUI. Donc avant de passer au vote, est-ce que vous avez des questions concernant ces révisions et cette révision des autorisations de programme? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc, il sera proposé au Conseil d'approuver la révision de certaines autorisations de programme et d'ajuster les crédits de paiement selon les inscriptions au budget primitif 2021 du budget principal et des budgets annexes assainissement et eau pluviale tels qu'exposés dans le tableau ci-joint. Article 2, d'approuver la clôture de l'autorisation de programme suivante telle qu'exposée dans le tableau ci-joint, numéro 123 PLUI, pour un montant total de 536 198,37 €. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Toujours Hikmat Chahine pour la reprise et affectation provisoire des résultats de l'exercice 2020. Donc, comme vous savez, l'exercice 2020 est terminé pour tous nos budgets. Et enfin, donc, on va affecter l'excédent ou le cumul de résultats ou le déficit pour essayer de régler. Si on regarde sur le budget principal, on se retrouve avec
un résultat de 1 489 412,34 qu'on va affecter entièrement, le reporter pour l'année donc de 2021. On n'a pas besoin donc de transférer ou d'affecter une part pour le budget donc d'investissement, puisque le budget d'investissement il reste à peu près 480 000 euros qui restent dans cette section. Donc c'est le budget principal et c'est 1,5 million qui vont nous servir demain donc dans le fonctionnement, ce qui était prévu dans notre budget primitif qu'on va présenter dans le débat d'orientation budgétaire. Ça, c'était pas une surprise. Au niveau des pépinières donc d'entreprise, donc là, on se retrouve avec un léger déficit au niveau des investissements, budget d'investissement de 553. Donc là, l'excédent donc, du budget de fonctionnement, on va allouer 553 euros. Donc du coup, il nous reste 56 590 €. Après, sur le budget des zones d'activité économique de Naros 2, zone d'activité de village, entreprise 2, zone d'activité de Bénès, donc tout ça, zone d'activité de Tétieux. Donc, c'est des budgets qui suivent, donc il n'y a rien de nouveauté au niveau en cumul. Donc là, on se retrouve certains avec des positifs ou des négatifs, mais rien donc d'important. Et ça ne fonctionne pas comme les autres budgets, donc je ne peux pas affecter pour réduire les investissements parce que ça reste donc dans la section d'investissement dans ces projets, quoi. Il reste donc là, on reparlera tout à l'heure, donc lors du budget primitif, sur ces budgets, qu'est-ce qu'on va faire donc dans les prochains mois. En ce qui concerne le budget transport public à personne, on voit qu'il y a donc un budget de fonctionnement donc à 816 000 et on a un déficit donc de côté donc de l'investissement de 398 000. Donc du coup, on va affecter une partie de cette somme qui était le budget de fonctionnement, qu'on va le mettre dans la section donc investissement. Donc du coup, on va reporter pour l'année suivante donc 418 000 € donc dans le budget de fonctionnement pour 2021. Quoi. Au niveau de l'eau potable, pour l'instant, donc c'est un budget qui s'auto-alimente donc là tout seul. Il fallait que le résultat observé, on l'a affecté entièrement dans la section d'investissement, parce que section d'investissement, il y a au moins 1 340 000. Donc on se retrouve, donc c'est un budget nouveau, comme vous le savez, et c'est alimenté par son propre fiscalité. Enfin, fiscalité, c'est payé par l'eau, quoi. L'eau potable, ça, c'est ce qu'on avait vu. L'assainissement, c'est pareil. On a un excédent de 1 873 924. On a besoin donc de combler de 931 859 pour l'investissement. Il nous reste 942 046 pour le fonctionnement. L'eau pluviale, c'est un nouveau budget, parce que pour l'instant, il n'y avait pas encore donc, de fonctionnement, mais il y a un budget d'excédent donc, de 8 912. Mais il y a un investissement donc, de 193 000 €. Et au niveau d'eau potable d'Onaros, c'est une DSP, ça s'équilibre. On a 16 000 donc, de plus, il reste 13 000 pour le report et il faut qu'on transfère 2 884 € pour le budget section investissement, quoi. Et l'assessment donc de Naros, pareil, il y a 62 000 donc, de report. Et quand on leur répartit 14 000 pour l'année suivante et 47 000 pour combler donc, le budget investissement qui est en déficit de 47 525. Est-ce que vous avez des questions sur l'affectation donc, de ces résultats? Oui, je comprends, mais c'est pas moi. C'est une bonne idée. C'est pour présenter, c'est sur les tablettes en général. Vous les avez tous sur les tablettes. Hein. Mais c'est une bonne remarque, Jean. C'est important qu'on parle des chiffres. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ça me gêne, et donc c'est pour ça que j'ai mes papiers à côté de moi. C'est pas toujours évident, quoi. On prendra note pour la prochaine fois. Tout à fait. Allez, on passe les donc, tableaux. s'il n'y a pas de questions, donc il sera proposé au Conseil de constater les résultats de l'exercice 2020 de l'ensemble des budgets de Grand Axe. Article 2, de décider de reprendre par anticipation ces résultats 2020 et les affecter comme indiqué dans le tableau joint en annexe. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Toujours Hikmat Chahine pour la fixation des taux de fiscalité locale pour l'exercice 2021.
Comme vous pouvez le constater, tout le monde l'a reçu là enfin. Donc la notification de base provisionnelle au 1er avril 2021. Ils ont regardé donc comment ça fonctionne la taxe d'habitation. Comme vous savez, il n'y a plus donc de taxe d'habitation ou très peu payée par un pourcentage minime donc de la population. En ce qui concerne la loi de finances 2021, elle a par ailleurs réduit donc de moitié les bases d'imposition des établissements industriels pour la taxe foncière sur la propriété bâtie et la cotisation foncière des entreprises. Parce que ça, c'était, donc on avait parlé la dernière fois. Si c'est donc dit, pour nous, en ce qui concerne, on part pour maintenir les taux existants, que ce soit la taxe foncière des entreprises qui est, comme l'année dernière, à 28,67%, et le foncier bâti de le garder à 2%, et le foncier non bâti à 2,39%. Donc on n'augmente pas, on ne fait rien. Si vous avez donc là des questions, nous sommes à votre disposition avant de passer au vote. Donc, après avis donc, du bureau, il sera proposé au Conseil de décider de reconduire les taux d'adoptés en 2020 et de voter les taux suivants applicables à compter de l'année 2021. Merci. À savoir cotisation foncière des entreprises 28,67%, foncier bâti 2%, foncier non bâti 2,39%. Article 2, de décider de ne pas utiliser de réserve de taux pour l'année 2021. Ah, c'est bon. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Toujours Hikmat Chahine pour la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et la fixation du produit. Comme vous savez, cette charge a été actée en 2018 pour mettre une fiscalité pour cette nouvelle charge qui a été transférée par l'État pour gérer les inondations et de gérer donc, le milieu aquatique. Donc on avait discuté et échangé. Comme vous le savez, donc, on va mettre une nouvelle fiscalité qui sera donc une fiscalité propre et dédiée uniquement aux travaux de la GEMAPI. Et ça va être dans le cadre du PAPI. On va se retrouver avec un montant de 1,5 million d'euros. Ces 1,5 million d'euros, ça va être calculé par la direction donc, des finances, comment elle va être répartie en fonction de l'habitation donc, de chacun. Donc c'est un peu délicat de dire quel est le pourcentage exact parce que ça va jouer en fonction donc, de la taille dans chaque habitation, donc de la valeur des taxes foncières qu'ils vont proposer. Et c'est l'administration fiscale qui va calculer pour dire qu'il va avoir 1,5 million au final, quoi. Et c'est 1,5 million donc, qui va nous servir de mener nos travaux. Et ces montants, ils sont uniquement dédiés au GEMAPI, au PAPI, ni plus ni moins. Et ça va être donc adapté. Il y aura donc sur la fiche d'imposition donc, de chacun une ligne spécifique pour la GEMAPI. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Sylvie Pélucas. Oui, alors ce sera plus une intervention qu'une question concernant cette compétence GEMAPI transférée par l'État, comme tu l'as signalé, Hikmat, et qui s'accompagne donc désormais de la mise en place d'une taxe. Donc même si cette décision de l'État avait été présentée comme un moyen d'optimiser l'efficacité de la mise en place des services publics, il n'en demeure pas moins vrai que pour moi, il s'agit d'un vrai tour de passe-passe fiscal de la part de l'État qui, en transférant la compétence, donne les moyens de prélever une taxe aux collectivités territoriales, mais finalement se délaisse d'une responsabilité, d'une compétence qui devient de plus en plus coûteuse. Si cette compétence devient de plus en plus coûteuse, ça n'est pas que lié à des incidents climatiques ponctuels, comme malheureusement on a pu en connaître cet hiver, et dont certains nous diront qu'ils ont pu exister, y compris sur Dax, avec des événements assez proches par le passé. Mais tous les spécialistes nous montrent que si effectivement ce financement de cette compétence est de plus en plus coûteux, il est lié à deux faits. Le premier, c'est le changement climatique. Ce changement climatique, il est dû à des politiques économiques qui ont été désastreuses pour notre environnement. La deuxième raison pour laquelle ces phénomènes s'aggravent, c'est lié à l'aménagement du territoire, et en particulier à l'artificialisation des sols. Il y a des choix, ne serait-ce que de déplacement, d'infrastructures routières ou de modèles économiques. Et donc,
moi, je suis très, très mal à l'aise avec effectivement le fait de lever cette taxe parce que d'un côté, j'ai bien conscience que cet hiver, il y a eu des personnes qui ont tout perdu parfois en l'espace d'une nuit et que quelque part envoyer le message de solidarité au titre d'un financement conjoint de ces compétences, c'est un message auquel je souscris. Et en même temps, je trouve très injuste de faire peser cette solidarité sur l'ensemble de nos concitoyens, parce que ceux qui devraient payer, ce sont ceux dont les choix nous ont conduits dans cette impasse. Et cela, le seul qui a la possibilité de leur faire payer une taxe, c'est l'État. Donc, en conséquence, je m'abstiendrai sur cette délibération. Je comprends, Sylvie, sur ta question. Comme tu sais, l'État, à un moment donné, le contribuable avait payé une taxe. Si ce n'est pas pour nous, ça aurait été par l'État. Là, l'État, il a été un petit peu, il s'est caché derrière la collectivité. C'est à nous de le porter. Ça ne me réjouit pas personnellement, mais il y a donc des travaux à faire, des organisations à faire. C'est juste pour dire, là maintenant, à un moment donné, il y a des travaux à faire. Je ne sais pas, et tout ce que tu as dit, je partage. Hein, mais en même temps, c'est qu'il y a les faits, on a un papier qui a été signé avec l'État, il faut qu'on l'applique, il faut qu'on protège tout le monde. C'est pas qu'on n'a pas le choix, ou presque on n'a pas le choix. Oui, juste en complément sur cette taxe, effectivement, ce n'est jamais agréable de devoir créer une taxe. Là, on a bien compris que c'est sur une compétence particulière et que les recettes liées à cette taxe ne serviront qu'à financer la GEMAPI. L'État, effectivement, nous a confié cette compétence. Je précise juste quand même, pour être complet, qu'il finance à hauteur de 40% hein, le programme d'investissement, 40% pour les investissements et 50% pour les études. Il permet effectivement de lever cette taxe qui va nous permettre de financer cette compétence sans en appeler au budget général en fait de la collectivité et donc de protéger nos concitoyens contre ces inondations sans affecter particulièrement les finances de la ville. C'est pour ça que cette taxe, d'ailleurs, son principe avait été voté sous la précédente mandature en 2019 et que là, il nous faut acter les taux que nous avons souhaité, là aussi supportable pour nos concitoyens. À titre d'exemple, parce qu'il faut donner des chiffres pour qu'on sache à peu près ce que ça va avoir comme conséquence sur les ménages et les entreprises, puisque tout le monde est concerné. Pour les propriétaires d'une maison de 150 mètres carrés, donc il y aura un impact en fait sur la taxe foncière d'à peu près 50 € par an. Pour un appartement de 61 mètres carrés, c'est à peu près 20 € par an sur la taxe foncière. Et pour les entreprises, pour celles qui sont en base minimum, comme on les appelle, celles qui ont un chiffre d'affaires par exemple inférieur à 100 000 €, ça aura un impact de 29 € par an. Et pour les autres, celles qui sont au-dessus, celles qui sont dans la moyenne de l'imposition en fait, sur la communauté d'agglomération, c'est à peu près 180 € par an de plus. Donc effectivement, c'est une taxe supplémentaire, c'est une taxe qui est expliquée par cette nouvelle compétence à gérer. On a voulu la calibrer vraiment au minimum de ce qu'il nous fallait pour pouvoir assumer cette compétence, dont les investissements, je le rappelle, vont devoir être opérés sur le mandat. C'est-à-dire qu'en 2026, il faudra que tous les investissements liés à la GEMAPI soient opérés. Ça veut dire qu'il faut aller vite, il faut intervenir rapidement. Et comme Sylvie Péducas le disait, on a constaté cette année ou l'année dernière encore que les épisodes d'inondation nécessitaient réellement des équipements structurants, encadrés effectivement par ce PAPI, le plan stratégique qui a été entériné avec les services de l'État, l'Institut Adour, et voilà, toutes les organisations qui sont compétentes en la matière, avec bien évidemment les services GEMAPI de l'agglomération du Grand Dax. Bon, s'il n'y a plus de questions... Oui, attends. Si juste une précision complémentaire. D'abord un mot pour nous excuser pour notre arrivée tardive. Il y a un incendie à Saint-Paul, dans une zone sensible, désormais sous contrôle. En complément, j'ai eu l'occasion de le dire en conférence des maires, et ça vient d'être rappelé, c'est un investissement qui est ciblé sur un horizon de 5 ans. Donc dans 5 ans, le montant de la taxe devra être revu, voire remis à zéro. Donc, ça dépend. Je ne m'engagerai pas, c'est pas que je ne veux pas qu'on engage, mais c'est que ça dépend après. Dans le cas de PAPI, s'il faut l'entretien,
de mettre tout ça. Sûrement ça va être, mais en tout cas, l'argent est bien ciblé à cette activité. Alors, remettre à zéro, effectivement, il y a toujours de l'entretien, hein, voire des investissements supplémentaires. En tout cas, de toute façon, cette taxe, elle sera calibrée en fonction des coûts liés à la GEMAPI, puisque de toute façon, les recettes ne peuvent pas servir à autre chose. Donc, elle sera ajustée. Juste pour rappeler, c'est que le papier était à peu près à 11,5 millions, 11,6 millions, qui était prévu, engagé et signé avec l'État. Comme il donne à peu près 40%, il nous reste à peu près à charge pour nous, à peu près 7,5 millions, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on avait identifié les 1,5 million, parce que l'argent, en plus, au moins, ne sert à rien, parce qu'il faut qu'on dépense cette somme, quoi. C'est pour ça que j'essaie donc d'expliquer. Après, forcément, il va y avoir un nouveau papier. Ce nouveau papier, il y a forcément peut-être des dépenses ou pas. Et là, on ajuste parce que c'est une fiscalité propre. C'est comme la taxe d'ordures ménagères. C'est une fiscalité qui est propre. Donc, c'est juste pour clarifier. Enfin, ça ne me réjouit pas non plus de mettre cette taxe, hein, comme tout le monde, mais c'est... À un moment donné, il faut qu'on suive donc, les recommandations donc, de l'État qui nous a transféré cette charge. Thierry Bourdias. Oui, en tant qu'administré, je me réjouirais effectivement d'une taxe à zéro. Mais je crois qu'avant de mettre une taxe à zéro, il avait été parlé d'éventualité de préempter sur les maisons inondables, de façon à acheter et malheureusement à raser. Donc avant de la mettre à zéro, je crois qu'il y a encore malheureusement un peu de travail. Tout à fait. D'autres interventions? Est-ce qu'on avait donné les... Tu avais donné les articles? Donc, on vous propose de décider d'arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations à 1 500 000 € pour l'année 2021. Alors, j'y vais alors. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Non, je crois qu'il y en a une septième. Ah, il y en a eu non. Alors, si vous pouvez relever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, levez bien les mains quand vous votez, s'il vous plaît. Donc, 7 abstentions. Alors, ouais, il y a un pouvoir de Madame Gaille. D'accord. Donc, 8 abstentions. Je vous remercie. On va maintenant passer au budget primitif 2021, un acte important, bien évidemment, pour toute collectivité. Quelques mots pour le décrire avant que Hikmat aille dans le détail. Bien évidemment, c'est un budget difficile, car très fortement contraint par le contexte auquel sont confrontés tous les EPCI, avec une forte baisse des recettes et avec la nécessité d'accompagnement que nous mettons en place pour le tissu économique local. C'est en plus un budget de transition, puisque nous n'avons pas encore arrêté tous ensemble notre projet de territoire, et que nos travaux sont retardés pour certains par le fait que les réunions programmées par l'ODAP sont reportées au mois de mai. Toutefois, malgré ce contexte, ce n'est pas non plus un budget terne et sans relief qui n'aurait que pour vocation de reconduire les actions des années antérieures, puisque ce budget comprendra pour nos concitoyens un certain nombre de nouveautés concrètes, avec la dose de réalisme que nous impose le contexte que j'évoquais. Je citerai juste 5 éléments nouveaux contenus dans ce projet de budget. La mise à disposition pour nos concitoyens d'un nouveau service avec l'ouverture d'Aquae, un nouvel équipement pour la détente, pour la pratique sportive, même si nous savons tous qu'il va peser fortement sur nos finances, tant en investissement qu'en fonctionnement. Nous allons également proposer, comme Alain Dubourdieu le décrivait tout à l'heure, à nos concitoyens un autre service qui n'existait pas avec les espaces France Service, qui vont permettre un accompagnement administratif de proximité dans l'ensemble des 20 communes, et notamment dans les communes rurales. Outre l'accompagnement des démarches administratives, ces espaces proposeront aussi des séances de formation à l'outil numérique, mais tout ça nous a été fort bien décrit par Alain. C'est aussi un budget qui va être marqué par des investissements dont on vient de parler pour mieux lutter contre les inondations et pour mieux protéger notre territoire, suite, comme là aussi on le précisait, à une année 2020 qui a été frappée par un nombre record de crues.
Et c'est peut-être surtout un budget qui va être caractérisé par une forte augmentation du budget voirie, plus 21% par rapport à 2019, puisqu'on prend 2019 en référence, puisque 2020 n'avait pas été significative, ce qui est un signal fort que nous tenons à adresser à l'ensemble de nos concitoyens qui ont une forte attente en la matière. Voilà pour les grandes lignes, et je propose maintenant à Hikmat de nous décrire ce budget primitif un peu plus en détail, comme il sait le faire. On va aller très vite. On va essayer donc d'expliquer parce qu'il y a plein de chiffres là ce soir. Bon, la situation n'a pas changé au niveau du contexte général depuis notre débat d'orientation budgétaire. Le contexte économique est toujours le même. Pour la France, ça n'a pas changé. Même ça s'aggrave un petit peu puisqu'on va de plus en plus, il y a des confinements qui vont peser de plus en plus sur nos finances. La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables, une suppression totale en 2023, c'est ce qui était prévu. Elle sera remplacée par une fraction donc, de produit de la TVA, quoi. Un autre élément qui est important pour nous, c'est que le coefficient de revalorisation des bases de fiscalité est fixé à seulement 0,2%, contre 1,2% en 2020. Également, il y avait l'ouverture en année pleine du centre aquatique communautaire dans un contexte sanitaire contraint qui va demander diminuer nos recettes, et surtout l'engagement des investissements prévus par le programme d'action des préventions des inondations, notre fameux PAPI, et le schéma directeur donc, des eaux pluviales. Si on continue toujours dans notre budget primitif, il faut voir comment on l'a équilibré, parce que bien évidemment, ça va être un budget primitif équilibré. Les dépenses réelles de fonctionnement sont stables. En fait, ils ont augmenté de 100 000 euros par rapport à notre débat d'orientation budgétaire, puisque on a vu que dans les hausses concernent par rapport au débat d'orientation budgétaire, c'était la contribution au Sitcom. On a pris plus 125 000 euros parce qu'il y a une nouvelle taxe sur les activités polluantes que l'État a décidé, qu'ils l'ont rajoutée et qui ont répercuté sur nous. Cependant, on aurait pu donc jouer sur la fiscalité de la taxe d'ordures ménagères, mais on l'a pris sur le budget général. On a l'atténuation des produits, plus 328 000 euros en raison de l'étalement de la retenue de DAC sur les communes pour le transfert de compétences eaux pluviales. On a la prise en charge du déficit du centre aquatique qui est de moins 943 000 euros. Ce déficit augmente parce qu'il y a moins de recettes. Ce n'est pas parce qu'il y a des déficits structurels, mais c'est moins de recettes, donc du fait de fermeture ou le fonctionnement pas à 100%. La subvention exceptionnelle à l'OIT, on avait prévu 450 000 euros donc d'aide. Je rappelle, l'année dernière, on avait voté 600 000. Finalement, on n'avait donné que 500 000 parce qu'ils avaient besoin de 500 000. On verra comment ça va évoluer la situation économique. Les autres dépenses sont en baisse puisqu'on avait optimisé donc le caractère général, moins 294 000 euros. La charge de personnel, il y a moins 351 000 euros, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu transfert donc, du personnel de centre aquatique sur le budget annexe. Mais si on ne mettait pas ce montant donc, de 503 000 euros dans le budget annexe de centre aquatique, l'augmentation aurait été de 146 000 euros, qui est dû donc à la GVT, ce qui est donc acceptable vu donc le vieillissement donc et l'évolution de nos carrières de tous nos employés, quoi. Et la charge financière, elle a baissé de 36 000 euros, donc ça c'est quelque chose pour nous pour le budget de fonctionnement, quoi. Quand on regarde les recettes réelles de fonctionnement qui restent quasi stables, malgré la taxe GEMAPI qu'on vient de voter, cette taxe GEMAPI, il y a eu une augmentation de 0,5 millions parce qu'on a constaté une baisse donc, de recettes attendues de 967 000 euros. Ces baisses concernent la taxe de séjour, le transfert de recettes de centres aquatiques, la CVAE qui est moins 150 000 euros et la dotation globale de fonctionnement de moins 73 000 euros, quoi. Donc, l'équilibre du budget primitif, on continue, mais dans ce cas, dans le cadre donc montant d'investissement, donc cette année, il est prévu qu'on investisse 13,1 millions d'euros, dont 1,1 million d'euros de recettes de reste à réaliser donc, de 2020, donc on avait transféré. Bien évidemment, il y a le centre aquatique, il faut qu'on paye ses abords 1,6 million. La voirie, donc on commence avec 5,3 millions, donc 4,7 millions de travaux qu'il faut le faire, donc entre 2021 et le reliquat de 2020. L'environnement, on a 1 million donc, là, d'euros, donc, dont 0,6 des dispositifs de collecte, que ce soit bac ou bac enterré. L'aide au logement, donc on maintient, même on augmente de 30% à 1,1 million d'euros par rapport à l'année 2020. La GEMAPI,
avec 1,5 million, dont 0,9 million pour le système d'endiguement. Un remboursement donc, de dette en légère hausse, 2,7 millions contre 2,4 millions en 2020. C'est normal, on a de plus en plus d'emprunts. Un solde d'exécution d'investissement à financer qui est de moins 2,6 millions. Ça, c'est au niveau donc, du budget d'investissement. Si on veut regarder au niveau donc, des recettes d'investissement, comment on a réussi à équilibrer, c'est que tout d'abord, il y a un autofinancement brut qui correspond au résultat d'épargne brute de 3,8 millions qu'on va voir donc, dans le budget, plus le 1,5 million qu'on a transféré tout à l'heure donc, de l'année donc, 2020. Ça nous fait un autofinancement brut de 5,3 millions qu'on avait viré, donc, qui va nous permettre de participer à ces investissements. Une subvention à hauteur donc, de 2,8 millions contre 3,4 millions en 2020, dont 0,1 million de report en 2020. Une FCTVA en baisse de 1,7 million contre 2,3 millions. Et un provisionnel donc, d'emprunt de 8,7 millions contre 12,8 millions en 2020, dont 4 millions d'emprunts reportés de 2020. Si vous vous rappelez, en septembre, on a levé un emprunt de 12 millions, dont on n'a utilisé que 8. Il y en a 4. Et par rapport au débat d'orientation budgétaire, on va probablement faire un emprunt de 4,7 millions au lieu de 5,3 millions comme on l'avait annoncé, pour deux raisons. Premièrement, on a touché une subvention qu'on est allé aller chercher et on a optimisé un coût de fonctionnement un peu moins parce qu'il fallait qu'on équilibre notre budget et surtout qu'il fallait qu'on arrive à un seuil de 12 ans donc d'endettement, de ratio des endettements. Donc, si on veut continuer donc, dans ce budget, quand on regarde, vous constatez, c'est que l'épargne brute, elle est à 3 850 000. Donc ça, c'est avec l'arrivée donc, de la taxe de GEMAPI. Le remboursement donc, de la dette, comme vous avez pu le constater, on arrive à 2 680 000. Et l'épargne nette, on est à 1 180 518. Donc 1 180, certes, c'est positif, mais je vous rappelle, on fait un investissement donc, de entre 12 à 13 millions par an. Donc là, c'est pour ça qu'on a recours à des emprunts. Il faut qu'on voit après comment on va structurer pour les années à venir. Ça, c'était le budget primitif. Est-ce qu'on pose des questions? On va passer au budget annexe ou qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse? J'ai fait tout le budget. Donc, on continue toujours sur le budget annexe en 2021. Donc, le budget annexe centre aquatique, vous savez que ça a été créé donc, là récemment. Il n'y a rien de nouveauté. On vient donc de l'annoncer. On avait transféré les charges, on a transféré les recettes. On pense les recettes. Donc, il y a une baisse donc, de ces recettes. Mais la subvention, il faut qu'on mette 943 000 euros qui vient donc du budget principal. Donc, ça, ce budget, donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de commentaires à apporter, à part qu'on est en train de regarder donc de près toutes les dépenses, comment on peut les optimiser donc dans le futur, parce que c'est la première année donc de fonctionnement. Si on regarde dans le budget suivant, c'est le budget donc de transport de personnes et de fonctionnement. La Covid n'arrange pas les choses parce qu'on commence à constater une baisse de recettes, de fonctionnement, de l'exercice, une baisse donc, qui est donc de la taxe de versement mobilité de moins de 150 000. Et on craint qu'elle va continuer à baisser du fait donc, de la crise avec des situations économiques de certaines entreprises qui vont passer peut-être de 11 salariés à 10 salariés ou 9 salariés. Donc, dans ce cas, ils ne seront plus assujettis à ce type de taxes. Il y a le coût donc, qui augmente un petit peu de 44 000 parce qu'on a intégré d'autres prestations. Et l'autofinancement donc, se dégrade. On passe de 993 000 à 287 000. Donc, on commence à constater qu'on est à croisée de chemin donc, pour ce budget qui va être de plus en plus tendu. Cependant, pour l'instant, pour le fonctionnement, on n'a pas besoin donc, de l'équilibrer. Et tant mieux, c'est une bonne nouvelle pour nous pour cette année. En ce qui concerne toujours le budget annexe de transport, mais dans le cadre donc, de l'investissement. Donc là, on a un remboursement d'emprunt qui est stable, mais cependant, ce qu'on avait discuté avec le vice-président du fait de la refonte, de la réflexion concernant ce pôle donc, de mobilité et de ce service de transport,
On a diminué donc les investissements à 412 000 euros au lieu de 743 000 euros en 2020. Et également, on avait acquis les terrains du PM à la SNCF. Et pour faire cette acquisition, on était obligé d'avoir un recours à un emprunt de 125 000 euros, puisque tout le reste était donc de l'autofinancement qu'on avait pour l'instant réalisé. Il fallait qu'on trouve 125 000 euros donc d'emprunt nouveau concernant ce budget, quoi. Si on continue sur les autres budgets, budget annexe hôtel d'entreprise, bon, il n'y a pas grand-chose. Il a une subvention d'équilibre qui est de 28 000 euros, donc là, qui est une diminution par rapport à 2020. Budget annexe pépinière d'entreprise, donc là, on va augmenter de 28 000 euros parce qu'on a maintenant en charge donc l'immeuble Confluence qui est en année pleine. Donc on va passer une subvention d'équilibre de 1,68 million au lieu d'1,40 million en 2020. Dans le budget annexe des pôles économiques et la zone d'activité donc de la gare, bon, il y a des nouvelles qui sont bonnes et qui commencent à arriver. Commercialisation de pôles d'activité économique avec un objectif de recette de 547 000 euros. La commercialisation des ZAE de Saint-Vincent devrait être prochainement clôturée, donc, parce qu'on par la vente de dernier lot. L'aménagement de la ZAC donc, de Bénès va être mis à l'étude pour déterminer le coût des travaux nécessaires et estimer le prix de vente d'équilibre donc des lots. Les budgets annexes de ZAE sont équilibrés en 2021 par les recettes prévisionnelles. Il nous reste toujours donc le budget annexe de cette activité donc de la gare qui présente toujours un déficit élevé de moins de 2,4 millions d'euros auquel s'ajoute un encours de la dette de 1,7 million. Probablement, on va en parler donc après, peut-être l'année prochaine, dès qu'on arrive, parce que là, à un moment donné, il faut qu'on clôture ce budget et d'absorber donc cette dette. Donc ça, c'était donc budget annexe. Si on arrive sur le budget eau potable, comme vous savez, aujourd'hui, le budget eau potable, ça concerne les communes de Dax et de CRS en régie communautaire et sur la commune de Naros en DSP. Et donc, pour l'instant, c'est pas qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un budget qui s'équilibre avec ses recettes, avec les prix de l'eau, ça ne change rien. Donc, pour nous, aujourd'hui, la section d'exploitation qui est de 4 170 000, qui est moins de 22 000 euros par rapport à l'année dernière. Mais il y a 1052 de charges de personnel qui sont pris en charge par le budget principal et refacture budget annexe. Donc, il n'y a rien donc, de nouveauté. La section d'investissement s'équilibre à 3 880 avec 1 875 donc, euros donc, de dépenses d'équipement dans 323 524 de report de 2020. Le budget annexe de Naros s'équilibre à 63 000 euros. Il n'y a rien de nouveauté donc non plus. Et l'encours donc, de dette au 1er janvier s'élève à 105 572 pour le budget de la régie et à 24 263 pour le budget de la DSP de Naros. Donc, toujours dans le cadre du budget annexe, donc budget annexe assainissement, la compétence assainissement sur le cumul de Dax et CRS en régie, donc c'est toujours pareil, ça n'a pas changé. Les sections d'exploitation du budget annexe assainissement de la régie s'équilibrent à 7 664 000, dans 1 493 860 charges de personnel, toujours pareil, pris en charge par le budget principal. La section d'investissement s'équilibre à 5 615 000 avec 4 375 000 euros de dépenses d'équipement, dont 628 476 de report de 2020. Le budget annexe de SP s'équilibre de Naros s'équilibre à 331 730 dans 193 000 euros pour la section d'exploitation. L'encours de dette au 1er janvier se lève à 2 129 000 euros pour le budget de la régie et 708 000 euros pour le budget de la DSP de Naros. Pour le budget annexe au pluvial, le budget s'équilibre à 1 683 908. Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 279 000 euros, dont 145 000 euros donc, de personnel. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 1,3 million financées par l'autofinancement, 40 000 euros, les subventions d'équipement, 175 000 euros, et le FCTVA, 106 000 euros, et l'emprunt de 1 million d'euros. L'équilibre de ce budget annexe est assuré par une subvention du budget principal de 359 000 euros, financée elle-même par les attributions de compensation des communes. Donc ça, c'était en ce qui concerne les budgets annexes. Donc avant donc, de passer donc, au vote, est-ce que vous avez des questions? J'imagine que oui, pour qu'on puisse vous répondre, clarifier certains points, si vous en avez des questions. Philippe Delmont, là-bas. Ouais.
Oui. Ah, mais tiens, très bien. Non, juste, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, simplement, on arrive là peut-être au moment où on va nous demander de délibérer sur ce budget. Je vais parler de manière générale et globale de ce que je peux comprendre, ce que je vois, ou que j'entends. Hein. Donc, la commune de Cérès ne votera pas contre ce budget, parce que voter contre, c'est pas quelque chose de positif. Et donc, comme dirait Coluche, ça ne ferait pas avancer le public de toute manière. Mais la commune de Cérès s'abstiendra, va s'abstenir, parce que ce budget, d'après ce qu'on en a parlé en conseil municipal un petit peu, il est comme dans l'amour, il est platonique. Il n'y a pas d'allant, il n'y a pas d'envie de le suivre. Donc, il n'y a pas l'ombre d'une action qui serait structurante ou autre, à moins qu'il y en ait dans les placards, dans les tiroirs. Et en plus, il nous a été présenté de manière, je suis désolé, Igmat, de manière très anxiogène. Donc, on n'a plus de sous, on ne peut plus rien faire, c'est la faute des autres, ou etc., etc. Voilà, pour ça, je ne rentrerai pas dans le... J'ai lu un petit peu, c'est complexe, hein, mais je trouve que la dynamique que vous donnez, que vous montrez, n'est pas à la hauteur de l'enjeu, même si les conditions sont compliquées, et même si vous avez hérité peut-être d'une situation peut-être pas aussi terrible que ça, et l'année qu'on a vécue, mais vous ne montrez pas une dynamique positive. Donc voilà, c'est pour ça que la commune de Cérès s'abstiendra sur ce budget. Pour répondre, Philippe, ce n'est pas anxiogène, c'est la réalité. C'est que, je suis désolé, c'est que si on n'avait pas voté la taxe Gemapi, et d'ailleurs je remercie tous ceux qui ont voté, on aurait été dans une situation, et malgré cela, on est à 12 ans de désendettement. Je rappelle, ce budget, il y a quand même 13 millions d'investissements. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'élan. Il n'y a pas loin de 4 700 000 sur les voiries. C'est qu'on fait, on continue. Mais aujourd'hui, je rappelle, il y avait, le président l'a signalé, il y a un PPI qui est en train de dessiner, il y a un projet de territoire qui est en train de dessiner, et je rappelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est un budget primitif. Le budget est définitif c'est au mois de juillet, on regarde en fonction, on regarde quelles sont les dépenses qu'on a, comment on va l'équilibrer, mais je ne te cache pas, la situation, on arrive à 46,7 millions de dettes en fin d'année, dans tous les cas. Donc là, après remboursement, ce n'est pas une petite somme, c'est quand même de l'argent et c'est notre responsabilité de regarder. Oui, c'est anxiogène parce que moi, je ne sais pas gérer, c'est l'argent de contribuables, on ne peut pas le dépenser n'importe comment. Malheureusement, comme je l'ai dit, il y a des charges qui ont été rajoutées, ce n'est pas de notre faute. Quand ils transfèrent les Gemapi, quand on transfère l'eau pluviale, quand on transfère la Covid, il y a des problèmes. Mais il y a donc des coûts. On avait mis en place des fonctions supplémentaires, comme Centraquae, comme pas mal de choses qui sont arrivées. Il y a des coûts supplémentaires. Mais il y a moins de recettes. Et donc là, je n'ai pas une baguette magique. Et comme je l'ai expliqué lors du débat d'orientation budgétaire, je suis désolé de le rappeler, c'est que la situation en France ne s'améliore pas, il y a toujours de la dette qui s'agrandit, on frôle les 3 000 milliards donc, de dette, on n'est pas loin chacun de 40 000 euros, c'est la vérité, c'est les choses, il faut que le monde le sache. Ça, c'est quelque chose qui est important. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut encore emprunter? Je ne suis pas d'accord sur ça. Est-ce qu'on peut mettre plus de taxes? Je ne suis pas d'accord sur ça. Parce qu'en même temps, tout le monde a subi ça, mais en même temps, il faut qu'on ait un budget qui tient. On a essayé de faire un équilibre entre des investissements, des actions donc, au niveau de l'habitat, des actions au niveau donc, de la voirie, des actions donc, de services nouvelles. Je suis désolé, et le programme de territoire n'est pas encore terminé. Il n'a pas encore présenté. Si on présente quelque chose, ça ne sert à rien de faire un programme de territoire, un projet de territoire et de demander à tout le monde de travailler. Sur ça, si la présentation est anxiogène, j'en suis désolé. Mais c'est la réalité, effectivement. Quel intérêt aurions-nous de présenter des choses sous un jour défavorable pour nous faire plaisir et pour dire on a des impossibilités de faire si on ne prend pas quelques mesures? Enfin, moi, la facilité, ce serait de dire allons-y, on a tout l'argent qu'on veut, on peut dépenser, on ne réfléchit même pas et on y va. Ça, ce serait la facilité.
On regarde les choses objectivement, la situation est ce qu'elle est, et quand on fait de la prospective, on se dit qu'effectivement, avec le peu que l'on dégage aujourd'hui du fonctionnement, on va avoir une impossibilité très rapide à investir. Et pour avoir une dynamique positive, comme tu l'indiques, il faut pouvoir investir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec ce budget, c'est de se donner la possibilité d'investir. Effectivement, les projets structurants, ils ne sont pas encore dans ce budget, donc on peut considérer que ça n'est pas assez excitant. Mais on met de l'argent supplémentaire sur des missions essentielles. On a parlé de la voirie, on a parlé de la GEMAPI, on a parlé des moyens qu'on a trouvés pour financer ce centre aquatique dont vont pouvoir bénéficier nos administrés. On a parlé des maisons France Service qui vont enfin voir le jour. Donc des choses se passent alors qu'effectivement on est encore en période de transition parce qu'on a souhaité mener ces projets structurants et les choisir tous ensemble, avec ce projet de territoire qu'on est en train de rédiger tous ensemble, avec le retard qu'on est en train de prendre à cause des nouvelles conditions du mois d'avril. Mais moi, j'ai souhaité qu'on le fasse tous ensemble et qu'on se donne tous ensemble les voies vers lesquelles il fallait aller et qu'on écrive tous ensemble le cadre de l'action qu'on va mener durant tout ce mandat et voire au-delà, parce que bien évidemment, les décisions qu'on prend aujourd'hui ont des répercussions bien au-delà. C'est un choix. J'aurais pu décider dans mon bureau tout seul que c'est tel investissement qui était important, que c'est telle direction qu'il fallait prendre et y aller dès le début de ce mandat. Mais je pense que là aussi, on aurait entendu des voix s'élever et je pense qu'elles auraient été légitimes pour dire on ne peut pas décider tout seul comme ça pour une collectivité comme l'agglomération du Grand Dax. Donc effectivement, c'est après la rédaction de ce projet de territoire qu'encore une fois, j'invite tous les élus à participer, à venir apporter leur pierre à cet exercice qui est quand même le plus gratifiant quand on est élu que de pouvoir se projeter et de décider ensemble quels sont les éléments structurants qui seront nécessaires à notre communauté d'agglomération pour demain. Donc oui, il y aura d'autres étapes dans ce mandat qui dure un certain nombre d'années, hein, donc il faut y aller étape par étape. Oui, il faut se donner le temps d'écrire tous ensemble ce projet de territoire, et oui, une fois que tous ensemble on aura décidé du cap à donner, de la direction et du cadre de notre action, eh ben, on pourra aller vers d'autres équipements et éléments structurants pour notre territoire que ceux qui sont là. Mais je rappelle que quand même, malgré le contexte, malgré les impératifs qui sont imposés à toutes les collectivités, hein, parce que tout le monde les connaît dans chacune de nos communes, oui, on se donne les moyens pour que demain, on puisse agir de manière structurante pour notre territoire et puis pour nos administrés, parce que ce qui nous guide à tous, c'est quand même de faire avancer notre territoire pour le bien-être de tous ceux qui habitent ici sur le Grand Dax. D'autres? Yves Loumet. Oui, oui, ça marche, ok, pardon. Moi, je vais dire, il nous tarde de voir les projets structurants, effectivement. Ça, c'est une bonne nouvelle, puisque vous venez de dire que c'était une année calme, mais qu'il y aurait des années plus agitées. Donc, il me tarde de voir ce qui va se passer. Pour revenir sur le côté anxiogène, je rejoins Philippe, mais je pense que c'est par rapport à la présentation que fait M. Chahine, il montre toujours le côté, le mauvais côté, le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et je ne prendrai que l'exemple de la dette. Quand il nous parle d'une dette française qui est énorme, oui, la dette est énorme. Quand Igmat, tu dis que chaque Français naît avec 40 000 euros de dette, oui, c'est un peu moins, mais c'est 36, on est d'accord. Mais il naît aussi avec 4 625 euros de patrimoine. C'est pas moi qui le dis, ce sont des économistes très réputés. Voilà. Là, je t'invite à lire le dernier commentaire de l'INSEE qui a été publié. La dette, elle est à 2660 000 milliards. Tu divises sur 68 000 habitants, tu fais le divis, ça fait 39,6. Je ne conteste pas ce chiffre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ce que je donne anxiogène peut-être pour vous, mais c'est la réalité des choses. Faire un budget comme on l'a fait là aujourd'hui, on a passé 2 jours pour aller chercher le centime près. Je t'assure, les services étaient là, étaient mandatés pour aller chercher donc là le budget, parce que le budget, il faut qu'on l'équilibre, il faut qu'on ait donc des fonctions qui fonctionnent correctement, il faut qu'il y ait une pérennité, et pour qu'on arrive à stabiliser la dette. La dette, qu'on le veuille ou non, quand on sort 1 million, 1,1 million, les bonnes pratiques
d'une commune, il faut que l'épargne brute soit aux alentours entre 18 à 22%, et l'épargne nette, il faut qu'il soit aux alentours entre 8 à 12%. On est loin de là, parce que sinon, chaque année, on va reprendre. On n'est pas dans un cycle d'endettement, désendettement. Peut-être pour vous, c'est anxiogène. Pour moi, j'ai l'habitude de gérer, de maintenir un budget qui soit stable, que j'ai une vision pendant des années pour que les personnes qui arrivent après, la dette, il faut être stabilisée et on essaye de maintenir que la dette soit stabilisée. Je vous le dis, on va être aux alentours de 52 millions dans quelques temps, mais on va essayer de la baisser au fur et à mesure. On ne peut pas continuer à dépenser plus qu'on a. Ça, en tout cas, c'est pas sérieux. Il faut continuer à maintenir l'activité primaire, de sécuriser l'action que pour nous, on est là-dedans. Je suis désolé si on ne peut pas faire des trottoirs en granit ou de faire des salles, je ne sais rien, qui sont énormes. Je n'ai pas donc là les moyens donc, de le faire. On va dépenser ce qu'on a. Sinon, il y a quelqu'un qui va payer. Soit c'est moi, soit c'est mes enfants, soit c'est mes petits-enfants. S'il y avait une imprimerie, vous me le dites, on peut aller ensemble. Si vous avez une solution d'avoir des recettes nouvelles, vous me le dites, on peut partir ensemble. Je ne suis pas contre, mais avec les recettes qu'on a, les charges qu'on a, les missions qu'on a, je suis désolé, avec 1,1 million, c'est positif, parce qu'on a levé 1,5 million donc de taxes supplémentaires, parce que ce n'est pas la faute uniquement à la GEMAPI, c'est parce qu'il y a des charges nouvelles de GEMAPI. Il fallait le faire pour qu'on essaie d'avoir un équilibre. C'est tout. Après, si vous voulez pas... Si vous avez d'autres solutions, je suis ouvert à tout. Mais en tout cas, tout ce que je sais, on se retrouve avec un budget positif. On prend quand même 8,7 millions donc, de dettes. Et ça m'ennuie qu'on continue à augmenter. Si vous regardez la courbe de la dette chez nous qui est en train d'augmenter, si on ne fait rien du tout, on ne peut pas la stabiliser. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec une réflexion avec tous les maires et toutes les communes pour essayer de stabiliser, d'avoir donc des recettes. Sinon, on va aller... largement, et Finances Actives quand ils sont venus, ils ont présenté quelle était l'évolution de nos comptes. Quoi. Je suis désolé d'insister sur ce point, mais après, si vous ne voulez pas, vous pouvez, hein, il n'y a pas de souci. Merci. Oui, l'épargne nette, l'épargne nette, elle a baissé, c'était dans votre propre DOB, elle a baissé en France de plus de 30%. Donc, effectivement, on subit aussi une année particulière. Quand tu as parlé de la dette, j'y reviens, parler de la dette en valeur absolue sans parler des réalisations en face et du patrimoine créé, pour moi, c'est une vision faussée de la présentation des choses. Mais si on veut parler de réalisation, je suis d'accord. On peut regarder sur les réalisations. Est-ce que j'ai une piste d'athlétisme? On va revenir, ça va énerver. Je ne voulais pas rentrer dans ce débat. Montrez-moi une piste d'athlétisme. Montrez-moi une piste d'athlétisme actuellement sur les territoires avec 6 couloirs. Montrez-moi. Je pose une question. Mais non, Serge, disons les choses clairement. On ne va pas rentrer. J'ai dit, je ne vais pas rentrer sur le passé. Je suis en train factuel de présenter. Je comprends que tout le monde, aujourd'hui, il y a les élections départementales, il y a les journalistes, on va marquer des positions. Mais ça, je vous assure, je ne veux pas ni me présenter, ni rien du tout. Il y a des choses qui sont réelles et factuelles. Et je vous invite donc à regarder. Les investissements, on ne dit rien. Je dis, aujourd'hui, il y a 47 millions. Il y a eu donc des investissements. Montre-moi, il y a des projets de territoire qu'on va mettre ça en place. On n'a rien lancé donc de nouveau. Et je vous annonce que la dette, elle est là. C'est des chiffres. Et les chiffres, je ne les ai pas ni trafiqués, ni rendus. Donc, je n'ai pas fait donc, de la cavalerie ou quoi que ce soit. C'est des chiffres réels. Alors, justement, Henri Bedat. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je ferai juste une courte déclaration. Sur la majorité du budget et de ces actions, je n'ai rien à redire. Mais comme il m'est arrivé souvent ici, en tout cas en conférence des maires, de préciser à mes collègues maires, je ne peux passer sous silence et valider un déficit de fonctionnement de 943 000 du centre nautique compensé par un virement du budget principal. Moi, je le dis à mes collègues communautaires. Et je redis à mes collègues maires que dans cette affaire, pour une problématique de formalisme de délibération, la ville de Dax n'a pas obligation de transférer les charges de son ancienne piscine devenue obsolète. 450 000 €. Dernier déficit. Donc c'est la communauté qui les reprend en son compte. La ville de Dax, et tant mieux pour elle, voit ses comptes se rétablir de 450 000 €, quand l'agglo, elle, maintenant, cherche 450 000 €. Monsieur Chahine, je vous ai trouvé une solution pour trouver 450 000 € à remettre dans l'épargne.
Je sais bien, Monsieur le Président, que vous allez me dire que vous n'y êtes pour rien, c'est vrai, que j'aurais dû me manifester avant, et je vous répondrai tout simplement que cette question, et je mets à témoin les maires qui sont là, que cette question n'avait jamais été tranchée, et que vous avez toujours possibilité de revenir sur cette décision. Vous prônez, à juste titre, un esprit de solidarité dans cette communauté, mais ici, sur ce dossier, les actes ne sont pas en adéquation avec les paroles. Voilà pourquoi, face à cette décision que je qualifie tout simplement d'injuste et inéquitable, nous, élus de Saint-Vincent-de-Paul, nous abstiendrons sur le budget primitif et le budget annexe du centre nautique. Bien, bon, effectivement, Henri, tu as déjà dit ce que j'allais répondre, donc tu dois le savoir. J'ai l'impression d'être un peu dans ce film, là, Retour vers le futur, où on a une intervention qui en fait aurait dû avoir lieu beaucoup d'années auparavant, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu nous demandes d'acter sur des décisions qui ont été prises sous la mandature précédente, au cours de laquelle, effectivement, tu étais vice-président. Ben si, parce que les choses ont été montées de ce point de vue-là, et les choses, elles ont été montées. Alors même que, j'ai souvenir, parce qu'on m'a dit, mais on nous en avait jamais parlé, que le maire de Wayeroleuil de l'époque a fait plusieurs interventions sur le sujet, tentant d'alerter tout le monde. Je crois qu'Igmat, d'ailleurs, avait aussi pris la parole sur ça. Mais, à l'époque, pour des raisons que je ne m'explique pas, aucun de ceux qui contestent le montage qui avait été fait, et qui ont voté d'ailleurs favorablement à celui-ci, ne sont intervenus. Et effectivement, comme tu l'as dit, la situation, nous sommes obligés de la prendre telle qu'elle a été ficelée à l'époque, peut-être mal ficelée, j'ai eu l'occasion de le dire, mais maintenant, elle est imposée à tous les élus qui siègent aujourd'hui. Donc, je veux bien entendre tous les arguments qui permettent du coup de s'abstenir sur ce budget, mais effectivement, il y en a sur lesquels on ne peut pas revenir. Je me permets de rajouter, Henri, comme tu le sais, je suis le seul ici présent qui a voté contre. D'accord ? J'ai voté contre, pas contre le projet. J'étais voté contre parce qu'il n'y avait pas une visibilité sur le mode de fonctionnement. C'est pour ça, je suis le seul, je suis vraiment à l'aise. Si tu es satisfait de ce fait, non, bon, c'est voilà. que c'est juste, deuxième point pour annoncer, c'est que je regarde la piscine actuellement, le budget général, comme tu le sais, parce que tu avais occupé mon poste il y a quelques années, tu sais très bien que la ville de Dax contribue dans le budget général pas loin de 46% donc, de budget pour payer donc, ce déficit. Donc on le sait, dans le fonctionnement de l'agglomération, qu'on le veuille ou non, c'est des chiffres, c'est des frais réels. Donc on dit que la ville de Dax ne participe pas, oui, elle participe pour donner. Maintenant, moi je regarde ce qu'on avait observé, ce qu'on avait obtenu. On est en train de regarder pour discuter sur tous les points. Je passe du temps avec les services pour essayer de trouver des solutions pour optimiser le coût de fonctionnement. Je vous assure, on est en train de regarder pour trouver des solutions, parce qu'il va y avoir également des surprises de conception, d'organisation, d'arrivée donc d'eau thermale qui n'arrive pas suffisamment, il faut qu'on fasse. Donc c'est des coûts qu'on est en train d'optimiser, de surveiller. Donc je suis désolé, là on va revenir. Pour moi, c'est un budget qu'on a pu faire avec le centre Aquae. Donc c'est un emplacement, un service, quelque chose qu'il faut faire pour les administrés. Pourquoi pas ? On accepte, on acte, mais il faut accepter qu'on a maintenant des charges à fonctionner avec. Merci. Oui. Monsieur le Président, ce sera peut-être un an d'avance pour faire cette remarque, mais j'y tiens beaucoup parce qu'on sort d'une collecte il y a 2 jours où on a fait toutes les communes rurales, en l'occurrence, et les 2 autres communes centres aussi, de gros efforts sur notre participation concernant la voirie, qui, selon vous, était déficitaire. Déficitaire, oui, parce que c'est au fait quelque chose, une dynamique négative, la voirie, puisque d'année en année, les mètres linéaires de voirie coûtent de plus en plus cher. Mais à contrario, vous avez aussi, depuis 2006, une dynamique positive sur les taxes liées au DVECO. Donc, nous serons, et je tiens à vous le dire, particulièrement attentifs dans les années à venir sur l'argent que nous avons mis en plus concernant la voirie, qu'elle aille bien à la voirie et qu'elle vienne en plus des travaux qui ont pu être faits jusque-là. Voilà, Monsieur le Président, c'est quelque chose d'important pour nous et pour tout l'ensemble des maires ruraux en l'occurrence, et j'espère que nous aurons
le plaisir de voir des bonnes réalisations à ce niveau-là. Mais c'est tout à fait légitime, monsieur le maire, que de vouloir regarder et mesurer les effets. C'est ce qu'on a dit au cours de la CLECT. Le fait, effectivement, de compenser, non pas pour les voiries supplémentaires, je le rappelle, ce qui s'est fait à la CLECT, ça permet d'agir sur ce 1,5 million qui manquait depuis le départ pour des raisons qui ont été expliquées maintes fois. C'est de réduire ce déficit-là sur la voirie. C'est aussi l'occasion de bien faire la voirie. C'est pour ça qu'il y a un plan pluriannuel d'investissement qui a été entériné avec toutes les communes, je le rappelle. Et ça permet aussi, du coup, puisqu'on finance différemment la voirie et mieux, de dégager des marges de manœuvre pour autre chose. Donc, effectivement, il faudra que tous ensemble, on vérifie l'état de ce qui est fait de ce point de vue-là sur la compétence voirie, mais aussi de tout ce qu'on pourra mettre en place, je le rappelle, avec ce qu'on décidera au gré de ce projet de territoire. Et évidemment, ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui de ce qui pourra être fait demain à l'avenir, mais on sera bien entendu très vigilant que cette masse ou cet équivalent ne parte pas sur des choses qui nous paraîtraient inutiles. Voilà, je voulais vous le préciser, Monsieur le Président. Mais il n'y a pas d'un côté ceux qui ont de la vigilance et de l'autre ceux qui agissent. On agit tous ensemble et on se concerte pour effectivement identifier ce qui est utile ou pas pour notre territoire. Pour répondre également, pour rassurer Gérard, c'est que comme je l'ai dit lors de la discussion d'hier pour la CLEC, il y aura forcément dorénavant des indicateurs qu'on va vous présenter. Et ça, si on n'a pas d'indicateur, on ne peut pas piloter. Et ça, on va vous donner au fur et à mesure l'état d'avancement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait présenté sur le programme sur 5 ans, sur les programmes qui sont retenus. Et tous les ans, on va essayer de mettre, on a discuté pour qu'on essaye de faire des présentations sur ces indicateurs pour montrer qu'est-ce qu'on a dépensé, à quoi correspond chaque appel d'offres, qu'est-ce qu'on a fait, parce que c'est le seul moyen, si on va piloter les 60 millions d'euros, et de trouver des optimisations de fonctionnement, parce qu'on a besoin d'optimiser le coût de fonctionnement pour essayer de ne plus éviter qu'il y ait une dérive supplémentaire au niveau budget, au niveau équilibre du budget. Thierry Bourdillas. Je pense qu'il faut le laisser, le bouton, en fait. Bien, tant pis, Thierry. Ouais, ça y est. Ah, bon. Désolé, ça marche. Non, juste, je voulais revenir sur des paroles que je juge malheureuses d'Igman concernant une piste d'athlétisme à 6 couloirs, parce que ce n'est pas une réalisation de l'agglo. On a donné un fonds de concours et je m'en réjouis. On pourrait très bien regretter qu'il n'y ait pas 4 terrains d'entraînement supplémentaires à la Plaine des Sports, ça regarde Saint-Paul. On pourrait regretter aussi qu'il n'y ait pas 2 tribunes latérales au stade de Dax, ça regarde Dax. Mais franchement, a-t-on besoin, on pourrait regretter de ne pas avoir une piscine olympique. Mais franchement, a-t-on besoin de ça? Donc, c'est pas rôle déplacé. Voilà, je me permets de les relever. Thierry, je réponds sur ce point, j'assume ce que je viens de dire. Jusqu'à preuve de contraire, l'AGLO a donné donc des aides à la plaine des sports de Saint-Paul, à la plaine de sport donc de Colette-Besson. Et aujourd'hui, je me retrouve, je demande à tout le monde, si vous pouvez voir avec moi, il y a une piste de 5 couloirs au niveau de cette Colette-Besson, qui est inondable ou pas, peu importe, mais j'ai pas 6 pour faire une compétition, de faire venir donc des gens, de faire des schémas, d'avoir de recettes nouvelles. Je regarde sur Saint-Paul, sur la plaine des sports, j'ai discuté l'autre jour avec Julien Bazus. Bon, c'est vrai, il n'y a pas un couloir, il n'y a pas un siècle horaire. Et je regarde au niveau donc du stade Maurice Boyau, je me retrouve avec une piste en croissant. Donc c'est vrai, c'est quelque chose de nouveau et c'est juste pour présenter. C'est la réalité. Je suis ici factuel. Je ne suis pas ici ni de dire on était en train de présenter les choses et il y a eu des investissements, mais je sais dans le territoire on en aura besoin. Là, comme j'ai expliqué la dernière fois, on avait suggéré d'avoir des recettes nouvelles. On aurait pu avoir des recettes nouvelles si on avait des plaines qui sont capables d'être compatibles pour les JO, pour venir faire des entraînements chez nous. Les gens, ils sont partis à Jetmo au lieu de venir jusqu'à chez nous. Pourtant, le TGV, il est à 3h15 donc de Paris. Je suis désolé. Ça ce sont donc des faits que, qu'on le veuille ou non, si ça ne vous intéresse pas, c'est normal. Mais ce que je dis, c'est qu'on me demande d'avoir des recettes nouvelles. On me demande de faire donc de quelque chose, mais actuellement, je ne peux pas. On a retenu juste pour le rugby à 7 ou le badminton, j'en sais rien, si je ne me rappelle pas, c'est ce qu'ils ont donné.
Donc, escrime. Escrime. Non, c'est... Bien. C'est probablement qu'on a... Enfin, la vraie question, effectivement, tu es factuel, je veux bien, mais forcément. Mais en a-t-on vraiment besoin? Enfin, allez, on est déjà en déficit de 54 millions ou de 52 millions bientôt. Je suis désolé, demander à Saint-Paul s'ils veulent 4 terrains de foot. Ça sera l'objet justement du projet de territoire. On aura le temps de parler de tout ça encore et de continuer à le faire. D'autres interventions sur le budget, sur les budgets? Moi, simplement, je reviens sur une intervention sur la voirie. Je ne comprends plus. Excusez-moi, monsieur le président, mais j'ai du mal à comprendre. J'avais remarqué. Parce que, ouais, mais je vais te le dire pourquoi. Il y a 2 jours, quand nous étions en CLEC, on nous a dit qu'il manquait 1,5 million pour la voirie. D'accord? Sur les dépenses qui sont déjà effectuées. Et maintenant, je viens d'entendre que ce 1,5 million, il ne va pas servir donc à combler ce trou, mais à faire d'autres travaux supplémentaires. Où est la vérité? Non, alors bon, j'ai du mal m'exprimer. Effectivement, le 1,5 million qui vient sur la voirie, bien évidemment, il n'est pas encore intégré là, puisque il faut que tout ce qui a été décidé à la CLEC soit entériné par chacun des conseils municipaux, mais c'est le contraire que j'ai dit à Gérard. Effectivement, ça va sur la voirie. Une fois de plus, est-ce que ça vient combler le trou qu'il y a actuellement entre les dépenses effectuées par la communauté d'agglo et Serge, si ça les vient combler sommes le trou que donnent les communes? Serge, ça viendra en plus. On va raisonner basiquement. Ce 1,5 million aujourd'hui qui est en déficit, on le prend où? On le prend sur le budget principal. On est d'accord? Donc du coup, s'il vient combler, on n'a plus à le prendre sur le budget principal. Donc du coup, sur le budget principal, on se dégage des marges de manœuvre pour faire autre chose. Mais de la voirie ou autre chose? Je redis. Il manque 1,5 million, on caricature. Donc du coup, on le trouve avec les nouvelles retenues sur AC. Donc on n'a plus ce déficit d'1,5 million sur la voirie. Donc le budget principal n'a plus à le financer, si je caricature. Donc du coup, on a des marges de manœuvre pour faire autre chose. C'est juste pour clarifier un point, Serge. Juste 30 secondes. C'est que le 1,5 million qui manque, c'est parce que par rapport à un programme dans le APCP qu'on avait voté, que ce soit de 2,6 millions. Non, je peux terminer. C'est qu'on a voté qu'on fasse tous les ans un programme de 2,6 millions par an. Cependant, on constate qu'on dépasse ce montant. Le déficit, il est là. Il est là parce qu'on avait programmé dans notre budget, parce que les besoins étaient plus importants, parce que les personnes ont demandé plus et l'état des voiries nécessite plus. Et l'argent qu'on va reprendre, c'est que, premièrement, il va combler le déficit qui existe, et l'argent qu'on a en plus, ça va permettre de dépenser beaucoup plus. Donc aujourd'hui, par rapport au programme qui a été mis en place actuellement, c'était 2,6 millions, et tout le monde a voté dans l'ancienne mandature, et qu'on a repris ces 2,6 millions par an, ces 2,6 millions ne suffisent pas. Et tous les ans, on constate qu'il y a un dépassement parce qu'il y a un tirage de plus. C'est pour ça qu'il y a un déficit. Si tout le monde dit « je ne veux plus tirer plus donc de voirie », il n'y a pas de déficit. Il n'y a pas de recette. C'est parce qu'on a dépensé trop par rapport à ce qui a été autorisé à dépenser. D'autres questions? Oui, Julien Mazus. Oui, du coup, je vais répondre quand même. Concernant la plaine des sports, pour assurer également les Saint-Paulois qui pourraient nous regarder, on n'a pas l'idée de rajouter des terrains de foot. Accueillir d'autres sports, oui, mais des terrains de foot, certainement, il y en a assez. Pourquoi une piste d'athlétisme de 200 mètres, une demi-piste? Je n'en sais rien. Et IGMAT, dans le fond, c'est pas grave. Tout ceci, c'est le passé. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Et c'est ce qu'on a commencé à pointer du doigt là. L'essentiel, c'est ce qui va se jouer dans les semaines qui viennent. Quel est le projet d'agglomération que l'on veut mettre au point? Et en face de cela, quel va être le pacte financier et fiscal pour soutenir en fait ce projet d'agglomération? Moi, ce que j'observe, et c'est le reflet des échanges que l'on a eu lors de la CLEC, c'est le reflet des échanges que l'on a ce soir, il sera fondamental que ce projet d'agglomération retrouve la voie du consensus et plaise à l'ensemble de nos 20 communes de l'agglomération. Voilà ce qui me semble être important, si bien que ce budget est dans le fond un budget de transition à nouveau, tant qu'on n'a pas le projet qui est associé en face. Et là, il sera clé, une fois encore, que l'on fasse consensus là-dessus.
D'où la démarche participative qui a été lancée pour que tous les élus, comme on le disait, puissent y participer. Guylaine. Et du coup, Dutoya. rapidement aussi, je trouve que ce début de mandat est long, qu'on est répète. Franchement, je suis agacée. On a démarré en juillet parce que les élections ont été repoussées, c'est du fait de personne d'entre nous. On a essayé de travailler ensemble et moi j'étais contente qu'on ait l'occasion, alors par l'ODAP ou autrement, mais de discuter des projets qu'on mettrait en place. Là aussi, on a été retardé. Comme à chaque début de mandat, on essaie de caler les choses financières avec chacun ses avis. Voilà, c'est bon, ça a été fait, refait, et pour les commissions de maire, et pour les bureaux, et pour les conseils. Passons au vote. Et puis, je trouve plutôt normal que ce budget ne prévoit pas les choses dont on n'a pas pu encore parler. Monsieur le maire de Narros, Gérard, tu as parlé de cette collecte avec l'effort des communes. Et en effet, moi je suis ravie aussi qu'il y ait eu ces discussions et qu'on ait su montrer, nous les communes, qu'on était prêts aussi à faire des choses. Et après, sur la vigilance, je ne l'appellerai pas vigilance, mais travailler enfin ensemble lorsqu'on aura décidé d'un programme ensemble, et d'être vigilants ensemble de là où on va mettre l'argent qu'on a mis. Et là, votons et avançons. Merci. Y a-t-il d'autres... Oui, moi. Oui. Juste pour expliquer mon vote, puisque comme j'ai par habitude d'être cohérente et que le budget primitif repose sur une ressource d'1,5 million d'euros qui est liée à la levée de la taxe GEMAPI, je m'abstiendrai pour cette raison-là, en cohérence avec le vote précédent. Pour autant, je considère effectivement que nous avons là un budget qui est un budget d'attente, effectivement, en attendant ce projet d'agglomération que nous attendons tous, que je me réjouis malgré tout d'y trouver des choses relatives aux travaux parce que nos concitoyens sont en attente, tout comme par rapport au logement qui va devenir une problématique de plus en plus criante. Et ces 1,1 million d'euros consacrés à l'aide au logement sont effectivement indispensables. Donc mon vote sera lié au vote précédent. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Il n'y en a pas. Alors, il y a 2 articles. Pardon. Donc, on vous propose donc de voter par chapitre, tant fonctionnement qu'en investissement, les budgets primitifs 2021, d'adopter les budgets primitifs 2021 du budget principal et du budget annexe arrêté en recettes et en dépenses sur le tableau 6 juin qu'on vous a présenté, que vous avez reçu donc dans vos tablettes. Alors, du coup, nous allons voter budget par budget, bien évidemment. Alors, pour le budget principal, qui est pour... Qui est contre... Qui s'abstient... Alors, c'est là. 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Moi j'ai mis 11. 11. 12 avec Sylvie. Il y a plus. Il y a Martin Gay qui a un pouvoir. 13. Je suis à 13. 14 et le pouvoir. Moi aussi. Pour le budget annexe pépinière d'entreprise, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Alors, 1, 2, 3, 4. 4 abstentions. Pour le budget annexe hôtel d'entreprise, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 4 abstentions. Je note. Budget annexe ZA2 du village d'entreprise, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 4 abstentions. Pour le budget annexe ZAE du village d'entreprise 2, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 4 abstentions. Pour le budget annexe ZAE de Narros, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 4 abstentions. Pour le budget annexe ZAE de Narros 2, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 4 abstentions. Le budget annexe ZAE de Saint-Vincent-de-Paul, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient.
4 abstentions. Le budget annexe ZAE de Bénesse-les-Dax, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions. Le budget annexe ZAE de Tétieux, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions. Levez bien la main, s'il vous plaît. Pour le budget annexe ZAC de la Gare, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions. Le budget annexe transport de personnes, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions. Le budget annexe centre aquatique communautaire, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, je crois que j'ai 12. Vous voulez qu'on compte? T'es à 12 aussi? 12 abstentions. Vous voulez qu'on refasse? On refait, pardon, excusez-moi, on va refaire. Levez bien la main, s'il vous plaît. Exercice compliqué. Et quoi, il y a une abstention de plus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, j'ai 12. Merci. Budget annexe eau potable, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions. Budget annexe assainissement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions. Budget annexe eau pluviale, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions. Budget annexe eau potable Naros, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions. Et le budget annexe assainissement Naros, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions. Mais bon. Bien, je vous remercie. Les budgets primitifs et annexes sont donc adoptés. Toujours Igmat Chahine pour une convention d'attribution d'un fonds de concours pour l'investissement des communes rurales du Grand Dax. Donc, dans le cadre de fonds de concours pour l'investissement de communes rurales, la commune de CRS souhaite réaménager donc l'aire de jeu extérieure à création d'un cité-parc. Le coût de l'opération est de 61 550,84 € hors taxe. Il reste à charge en hors taxe 36 950,84 €. Et le fonds de concours de Grand Dax va participer à hauteur donc, de 18 475 €. Donc c'est pour ça, si vous avez des questions. Donc il n'y a pas de questions. Donc on vous propose d'approuver l'attribution d'un fonds de concours à la commune de CRS. Article 2, d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-jointe fixant les modalités d'attribution de ce fonds de concours. Article 3, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 sur l'AP 147. Merci. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Les révisions de tarifs pour le centre aquatique Aquae, toujours Ikimat. Donc, après discussion et échange donc, avec certains utilisateurs, donc, dans le cadre donc, des centres de loisirs et de vacances, il a été constaté que le montant qu'on avait voté en mois de septembre à 3,50 € était trop élevé et surtout que les animateurs ils ne bénéficient pas d'une gratuité. Donc après donc, échange et discussion avec les équipes, on a pensé de ramener ce tarif à 2,80 € avec la gratuité pour les animateurs. Donc dans ce cas, pour que ce soit pour attirer que les gens viennent pendant les centres de loisirs pour venir à Aquae, quoi. Donc c'est pour ça qu'on va vous proposer de revenir au tarif de 2,80 € par enfant et d'instaurer la gratuité pour les animateurs. En ce qui concerne les groupes organisés, comme par exemple le club de rugby qui irait donc à la piscine, le tarif va rester toujours à 3,50 €, cependant avec la gratuité pour les animateurs. Pour les centres de loisirs qui sont en dehors de Grand Dax,
donc là, qui n'ont pas participé. Dans ce cas, on maintient le tarif à 3,50 € par enfant et d'instaurer cependant la gratuité pour les animateurs. Deuxième tarif qu'on veut également donc revoir, c'est dans le cadre donc des centres de secours, l'armée, la gendarmerie et la police nationale. On avait, lors donc de la délibération communautaire, on avait pensé mettre 23 € de l'heure la réservation d'un couloir de nage. Donc après échange avec les services concernés, on pense qu'il faut proposer pour ces structures la gratuité pour la réservation d'un couloir de nage à l'heure, quoi. Troisième point qu'on va essayer de regarder, c'est concernant les tarifs pour la mise à disposition de l'équipement pour les compétitions. En ce qui concerne les compétitions scolaires, donc comme ça se passe en général donc là le mercredi, donc on va le proposer de conserver ce régime de gratuité et comme ça il n'y a pas de souci. Cependant, pour les compétitions officielles de natation et de sauvetage côtier, la délibération donc, du 30/09 donc 2020 n'a pas prévu de tarification pour cette activité. Donc pour nous, on pense qu'elle serait bien, donc, comme ils vont utiliser cet équipement partiellement ou avec fermeture ou manque donc, à gagner, c'est de proposer le bassin intérieur à 300 € la demi-journée ou 500 € la journée entière. Ou s'ils prennent les deux bassins intérieurs, 4 plus 3 lignes, 450 € la demi-journée et 700 € la journée. Et le bassin extérieur, ces lignes, 400 € la demi-journée et 800 € la journée. Cependant, pour les clubs de natation du Grand Dax, bénéficieront de la gratuité à hauteur donc, d'un meeting d'une compétition du programme fédéral par saison sportive. Donc, troisième axe qu'on a regardé, c'est la création de nouveaux tarifs hors régie, quoi. Actuellement, comme vous le saviez, ou peut-être pas, il y a une salle de réunion au niveau d'Aquae. Cette salle est capable donc, de 32 mètres carrés, est capable de recevoir 12 personnes avec table ou 20 personnes sans table. Et l'idée, c'était qu'on mette en place cette salle en location, en espérant qu'après, les entreprises ou les gens qui vont la louer puissent après aller donc, à Aquae. L'idée, c'est de proposer donc, le tarif horaire comme pour les autres salles, comme à la Rayade ou l'Espace 95 ou à Confluence, 15 € l'heure, 40 € la demi-journée ou 70 € la journée. Donc, tarif pour la disposition à des fins commerciales et de l'indo ou de l'équipement. Il y a des entreprises qui nous sollicitent pour effectuer de tournage de films, de vidéos, de prises donc, de vue. On a essayé de regarder comment on peut, en contrepartie, en termes de communication d'images de Grand Dax, qui devait être toujours proposé, de proposer un tarif de 31 €, donc le couloir. C'est juste pour avoir le retour sur image. Et il y a par exemple le Vestiaire, c'est une émission qui passe sur France 2, je pense. Et c'était pour nous donc l'occasion donc de promouvoir cet équipement, quoi. Quand c'est une entreprise qui veut louer donc cette activité, en gros de privatiser un petit peu, c'est qu'on a regardé, pour eux, on va proposer le bassin intérieur sportif à 600 € donc la demi-journée et 1000 € la journée. C'est le double ce qu'on propose quand il y a une compétition donc, de sauvetage. Et le deux bassins intérieurs à 900 € ou 1400 € la journée. Le bassin extérieur Céline, 800 € la demi-journée et 1200 € la journée. Mais toujours, s'il y a une entreprise qui vient, on demande qu'il y a l'image de Dax soit également présente et mentionnée dans la convention et mise à disposition. Ça permet également donc, de promouvoir cette activité, quoi. Donc, c'était cette modification tarifaire. On voulait vous le proposer et de savoir si vous avez des questions avant de passer au vote. S'il n'y a pas de questions, dans ce cas, on demande donc proposer au Conseil d'abroger la délibération DEL 9310 bis-2020 en date du 30 septembre 2020, de fixer les tarifs du centre aquatique à compter du 1er mai 2021 tels que présentés en annexe numéro 1 et 2. Et c'est ce que je viens de vous annoncer. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Julien Bazus, maintenant, pour une demande de subvention annuelle de l'association Solutions Mobilité. Merci, une fois n'est pas coutume, on termine avec les mobilités. Effectivement, une demande de subvention. Alors, cette association Solutions Mobilité, elle a été créée en 2016. Elle a pour objectif d'accompagner à la mobilité toutes les personnes en fait en insertion professionnelle. Ça se fait sur prescription, hein. On ne se présente pas comme ceci spontanément, donc via la CAF, Pôle emploi. Par exemple,
Donc cette association, elle est là pour aider à utiliser les transports en commun, à accompagner les gens pour obtenir le permis de conduire, pourquoi pas une aide pour acquérir un véhicule, et puis également pour aider les gens qui doivent se rendre à des rendez-vous, des entretiens pour une recherche d'emploi ou ne serait-ce que pour aller travailler tous les jours, via la mise à disposition de voitures, de scooters, de vélos et même de trottinettes électriques. Quelques chiffres quand même pour vous donner l'importance de cette association, puisque depuis 2017, elle a reçu près de 1600 demandes d'accompagnement, rien que pour notre territoire du Grand Dax, parce qu'elle rayonne également au-delà du territoire. Ce sont également en 4 ans 206 emplois qui ont été maintenus ou facilités grâce au service de prêt de véhicules. Et puis c'est également des conséquences indirectes pour notre économie locale, puisque depuis 2017, c'est près de 80 véhicules qui ont été achetés ici dans les garages locaux, et c'est tous les ans une cinquantaine de véhicules qui sont en réparation, là aussi, dans nos garages locaux. Alors on a une convention triennale d'engagement avec cette association sur un plan 2019-2022, et dans ce cadre-là, nous proposons cette année une subvention de 20 000 € pour cette association. Cela a été vu avec eux, cela leur convient. Je parle sous le contrôle notamment de sa vice-présidente, qui est là, notre collègue Christelle Lalanne, et qui pour le coup ne pourra pas prendre part au vote de cette délibération. Pour tout le reste des conseillers, ce soir, il vous est proposé d'attribuer donc cette subvention annuelle de 20 000 € à l'association Solutions Mobilité. Et je vous rappelle que les crédits sont inscrits au budget annexe transport à l'article 65-74. Merci. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Toujours Julien Bazus pour une renonciation à un droit de préemption. Entre autres, et une modification du pacte d'actionnaires. Alors, nous allons parler de Transland. Vous savez, Transland organise les transports, pour nous, le Couralin, le Vitanville, et puis également le transport à la demande. J'en profite pour le dire, puisqu'il est méconnu dans un certain nombre de communes. Voilà, donc on en profite pour faire la publicité ce soir. Je vous rappelle également que il y a un groupe de travail qui réfléchit à la refonte du réseau, et que nous sollicitons en ce moment l'ensemble de nos concitoyens pour qu'ils puissent nous apporter leur regard sur ce réseau à travers un questionnaire qui est en ligne et qui est également disponible dans les 20 mairies de l'agglomération. Il nous reste encore 10 jours de consultation. Ce sont d'ores et déjà des centaines de retours. Alors voilà, vous aussi, n'hésitez pas à vous saisir de ce questionnaire. Mais nous allons parler de la commune d'Ondres, qui, par délibération, le 23 juillet 2017, a confié l'exploitation de ses services de transport public à la SPL Transland par un contrat d'obligation de service public pour une durée de 7 ans. Donc le contrat s'achèvera le 1er janvier 2024 et aujourd'hui, Ondres détient également une action en fait de cette SPL Transland. Le 12 mars 2021, Ondres a voté le transfert de sa compétence mobilité au profit du syndicat des mobilités du Pays Basque Adour, le SMPBA. La commune d'Ondres, comme elle a transféré sa compétence mobilité au SMPBA, elle ne pourra plus, à cette date, donner des activités à la SPL Transland. Alors la SMPBA s'est engagée à se substituer à la commune d'Ondres dans le capital de Transland, notamment en rachetant l'action que détenait Ondres. D'où une série en fait de modifications et de propositions que l'on retrouve sur l'ensemble des articles. Et tout d'abord, de renoncer à l'exercice du droit de préemption sur l'action cédée par la commune d'Ondres au profit du SMPBA, d'approuver l'entrée du SMPBA dans le capital de la SPL Transland, d'autoriser les représentants du conseil d'administration de Transland à donner leur agrément quant à cette cession d'actions, d'approuver le nouveau pacte d'actionnaires modifié de la SPL Transland, qui vous a été présenté en pièces jointes, et puis d'autoriser Monsieur le Président à signer le nouveau pacte d'actionnaires. Voilà pour l'ensemble de ces éléments. Est-ce qu'il y a des interventions ? Délibération pour le moins technique, voilà. S'il en est. Mais tellement utile pour nos concitoyens de tous les jours. Bien, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous remercie puisque nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil communautaire. Je vous rappelle juste qu'il vous est demandé de signer avant de quitter l'auditorium. Merci beaucoup, bonne soirée.